Ce mois-ci, j'ai vu peu de choses. Mais voilà, je fais la vidéo quand même. Salut tout le monde, c'est Lisofaï et bienvenue dans cette vidéo incroyable où je vais parler de 4 œuvres. Oui, maintenant je dis œuvres parce que ça peut m'arriver du coup maintenant dans ces vidéos de parler de jeux. Parce que les jeux narratifs sont au final pas mal des films ou pas mal des séries, c'est comme vous souhaitez. Bref, premier film que j'ai vu du coup depuis la dernière vidéo, c'est Le Masque de Zorro. Alors je l'ai vu ou plutôt revu puisque je l'ai vu quand j'étais finalement assez petit. Et le film est sympa. Il est pas dingue, c'est pas le genre de film qu'on va retenir énormément si on est cinéphile. Par contre, c'est le genre de film où on se marre un petit peu quand même. Il y a des scènes qui sont assez sympas. Il y en a d'autres qui sont pas dingues. Hein. Il y a quand même ce petit côté aussi un petit peu cliché avec un peu le « Oh non, mon papa! Ah mais c'est toi mon papa! Ah ben je vais renier tout mon autre papa d'une fraction de seconde à une autre juste parce que maintenant je sais la vérité. » Pour moi, la femme est un peu trop facile à convaincre, on va dire, dans ce film. Et du coup, il a un peu vieilli au niveau de ses mœurs, forcément. Et voilà, Le Masque de Zorro, c'est un film que je trouve assez rigolo, assez sympa dans ces scènes de combat. Il y a quand même des trucs assez cool. Et je trouve que, voilà, globalement, c'est un film relativement honnête. Donc, Le Masque de Zorro, je le retiens un tout petit peu parce qu'il est sympathique, mais pas au niveau de ce que j'aime dans le cinéma. Parlons du coup du plus gros morceau, parce que c'est le truc le plus long que j'ai fait ce mois-ci, à savoir Life is Strange 2. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo sur Life is Strange parce que le 1 m'a mis une énorme claque. Et je pense que je vais un petit peu énumérer ce pourquoi j'aime le 1 mais pas le 2, mais un peu Beast for the Storm, mais beaucoup plus le 1 quand même. Là, je vais l'expliquer un petit peu maintenant. Life is Strange sont des jeux parlant de beaucoup de lycéens, de jeunes, donc au final des gens plus ou moins de mon âge. Et quand j'ai fait Life is Strange 1, quelque chose m'avait choqué, m'avait vraiment plu, m'avait vraiment attaché au personnage, c'est que l'adolescente qu'on suivait, était une fille qui était un peu dans son monde, à part. C'était pas une lycéenne classique, c'était pas une lycéenne qui fumait des pétards, qui buvait, qui allait dans les soirées, etc. Et c'est moi. Et clairement, je pense que c'est pour ça que ça m'a autant marqué. C'est parce que je me suis extrêmement reconnu dans le personnage de Max. Et en plus, je m'appelle Maxime. Incroyable, n'est-ce pas? Donc Life is Strange 1, je développerai un peu plus dans une grosse vidéo, mais pour moi, ça a été une grosse claque et c'était génial. Par contre, Life is Strange 2, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'étais un peu déçu. Alors, j'ai été déçu pour quelque chose de très très con déjà de base. Les enjeux sont beaucoup moins impactants, en tout cas nous touchent beaucoup moins que pour Life is Strange 1. Et en plus de ça, l'histoire au final est très très forte au début. L'épisode 1 est un chef-d'œuvre. L'épisode 1 de Life is Strange 2, si vous voulez pas forcément faire le jeu en entier, faites au moins l'épisode 1 parce que cet épisode 1, il m'a mis une claque dès le début. Le jeu m'a vraiment mis une claque dès le premier épisode où je me suis dit waouh, il nous lâche pas dès le premier épisode, ça nous met on se prend un gros coup dans la gueule quoi. Et puis arrivent les épisodes 2 où on fait je me fais un peu chier. Puis l'épisode 3 où je fais je me reconnais pas du tout là-dedans. Puis l'épisode 4 où on se dit si ça évolue comme ça, je vois pas l'intérêt. Et puis l'épisode 5 où on se dit ok, donc on a quelques résolutions possibles, mais au final il n'y en a aucune qui me plaît. Et surtout, la grosse spoil, je mets une grosse zone spoil si vous n'avez pas fait Life is Strange 2, le pouvoir de Daniel n'impacte pas les enjeux de l'histoire. Contrairement à Max, qui elle avait un pouvoir de remonter dans le temps, mais clairement ce que le jeu voulait lui dire, c'est on te donne ce pouvoir, mais si tu l'utilises réellement, tous les gens que tu connais vont mourir.
Et là, Daniel, il a son pouvoir et il le garde jusqu'à la fin. Mais vraiment, jusqu'à la fin, c'est-à-dire dans toutes les fins qui existent, il a un pouvoir et il n'y a pas de contre-courant, il ne prend rien en particulier, enfin rien ne va lui le gêner par rapport à ce pouvoir. Il a un pouvoir et il l'a, et puis c'est tout. Bref, Life is Strange 2, c'est un jeu, un film-jeu, voilà, vous voyez ce que je veux dire, où je ne me suis pas reconnu parce que les personnages ne me ressemblent pas. On est avec des petits-enfants que j'ai trouvés très pénibles. Captain Spirit, pour moi, était très pénible. Et quand je vois que Daniel est Captain Spirit 2, moi, ça m'a pas touché du tout. Sean, ou Sin, certains disent ça, est un personnage sur lequel je ne me reconnais pas parce que il y a, il est finalement beaucoup plus proche d'un ado normal, ce que je n'étais pas au final, puisque moi j'étais vraiment l'ado très éloigné de toute cette ambiance fête, drogue, alcool, etc. C'est des choses que je n'apprécie pas du tout. Moi, je préférais passer toute ma soirée à jouer à des jeux vidéo ou à lire des mangas qu'à faire tout ça. Et puis, il y a plein d'autres arguments comme malheureusement, Life is Strange 2 est tombé dans ce que j'appellerais les modes. Et les modes, ce n'est pas une bonne chose, ça fait vieillir des œuvres et c'est... Pour moi, ça marche pas du tout. J'en parlerai du coup dans une grosse vidéo sur Life is Strange. Donc, je finirai en disant Life is Strange 2, c'est Life is Strange 1, beaucoup moins bien. Par contre, il garde quand même une mise en scène Life is Strange que j'adore énormément. Je pense à tous ces moments où on s'assit juste à un endroit et puis le jeu nous propose différents plans. Très juste, pose-toi et contemple ce qu'il y a autour de toi. Et ça me touche beaucoup. Dans le premier épisode, il y en a un qui m'a mis la larme à l'œil. Non, je crois qu'on pourrait même dire pleurer, juste en voyant des plans. Bravo pour ça, mais tout le jeu ne m'a pas vraiment touché, malheureusement. Ensuite, j'ai vu Maboroshi. Clairement, ce mois-ci, ça a été le mois des découvertes des premiers films de réalisateurs, puisque le film suivant que j'ai vu, c'est The Moon is the Sun's Dream. Mais du coup, The Moon is the Sun's Dream, j'en ferai un petit résumé de mon avis, mais il y aura une vidéo, il y a déjà normalement une vidéo sur ce film-là. Maboroshi, c'est le premier film de Hirokazu Koreeda. J'aime beaucoup Koreeda, je l'ai découvert avec Tel Père Tel Fils, qui est, entre guillemets, ma première œuvre cinématographique autre que du blockbuster, etc. Quand je dis etc, c'est, je sais pas moi, La Famille Adams n'est pas vraiment un blockbuster. Et pourtant, je l'ai vu, voilà. Tel Père, Tel Fils, voilà, c'était ma première expérience cinéphile où je me suis dit « Waouh, c'est lent, c'est dramatique, ça bouge pas dans tous les sens, mais j'ai été beaucoup touché par ce que j'ai vu. Je ne comprends pas encore tout à fait ce que j'ai vu, mais ça m'a touché. » Et après, du coup, j'ai vu The Third Murder, j'ai vu Une affaire de famille. Donc je m'étais dit « Bah allez !» Ce réal, je l'aime vraiment, même si The Third Murder était un petit peu particulier, j'aime vraiment Koreeda. Donc je vais regarder ce qu'il a fait depuis le début, comme je le fais maintenant avec Kurosawa, Park Chan-wook notamment. Et du coup, j'ai vu son premier film, Maboroshi. Et Maboroshi, ça va être difficile de donner un avis très objectif sur ce film parce que on va dire très objectivement, c'est un film qui malheureusement souffre de sa lenteur et du manque d'intrigue qui t'accroche. C'est un film qui est très poétique, contemplatif, qui est là juste pour te montrer des moments de vie, des moments de joie, des moments de peur, des moments de tristesse, des moments d'amour, des choses comme ça. De très beaux plans, et c'est aussi un film qui est très intéressant pour se rendre compte d'une chose au niveau de Koreeda, c'est qu'il vient du documentaire et ça se ressent beaucoup dans son premier film. Non pas que son premier film ressemble à un documentaire, c'est pas vrai du tout au niveau de sa structure, au niveau des personnages, comment ils sont traités, etc. C'est un film. C'est un film, une fiction, voilà. Mais au niveau des plans qu'il utilise, ça fait très documentaire pour beaucoup. Il y en a un que j'ai en tête en particulier où il filme l'enfant dans le train. C'est typiquement un
plans de documentaire. Et puis tous ces plans de la nature, tous ces plans de lieux de manière générale sont très documentaires et du coup on ressent sa patte documentaire à travers ce premier film. Est-ce que c'est un mal ? Pas forcément. Par contre, ça alourdit sa fiction, ça rend sa fiction un peu lente, un peu monotone, parce que quand on va voir un documentaire et qu'on sait de quel sujet il parle, on aura ce côté où on se dit voilà, on voit, c'est un documentaire par exemple sur une ville, donc on va contempler la ville, on va regarder la ville, etc. Là, le film nous raconte l'histoire d'une femme qui a perdu son mari et du coup elle va se remarier avec quelqu'un d'autre, mais au final elle aura du mal à faire le deuil de son mari parce que son mari est mort écrasé sur des rails. Du coup, elle comprend pas, elle se dit mais pourquoi il s'est jeté sous les rails, il s'est suicidé, du coup, je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est suicidé. Bref, il y a tout le thème du deuil autour de ce film qui est très beau, mais pas assez répété dans le film pour qu'on s'attache à cette thématique ou qu'on s'attache à cette intrigue. Pour tout vous dire, on a le premier quart, le premier tiers du film où on la voit vraiment dépitée, etc. Deuxième tiers, c'est vraiment des moments de vie dans sa nouvelle vie, sur ce petit village maritime. Et puis on a le dernier tiers où on la voit s'éloigner un petit peu du village maritime pour se balader, pour s'isoler. Et ces petites scènes, elles nous font pas nous dire c'est parce qu'elle est en deuil qu'elle va là-bas, c'est parce qu'elle est en deuil qu'elle s'éloigne, etc. Donc on a ce petit côté où on ne comprend pas bien où le film veut nous amener. Et puis arrivent les 2-3 répliques finales où elle dit « je ne comprends pas pourquoi il s'est jeté sous les rails », etc. Et où on se dit « ah d'accord, donc en fait tout ce qu'on a vu là, ok, je comprends maintenant pourquoi elle marchait toute seule, pourquoi elle était à côté de cet enterrement ». Bref, le film n'est pas forcément à jeter, mais c'est un film qui malheureusement, c'est un peu le problème de Koreeda dans beaucoup de ses films, mine de rien, mais qui n'a pas un rythme très cinématographique à fond. C'est-à-dire, moi je définis souvent le rythme de Koreeda comme ça. Alors qu'un film, normalement, c'est... Pourquoi j'ai fait les bruitages ? Bref, un film plutôt classique a des rebondissements beaucoup plus hauts, alors que le rythme de Koreeda, c'est une vague qui passe comme ça, avec des hauts et des bas, mais pas vraiment de trucs plus hauts que l'autre. Un petit peu plus dans une affaire de famille, mais pas tant que ça. Maboroshi, une première œuvre de réalisateur très poétique, très contemplative, pas forcément très forte en intrigue, mais qui reste intéressante à découvrir si vous voulez voir par quoi a commencé le réalisateur. Surtout que ce qui m'a donné envie de voir ses premiers films, c'est ce livre, Hirokazu Koreeda, Quand je tourne mes films, qui est un livre documentaire qu'il a écrit lui-même sur sa manière de créer ses films. Et du coup, il revient sur chacun de ses films, comment il a commencé, etc. En lisant le premier chapitre justement sur Maboroshi, je me suis dit, j'ai compris où est-ce qu'il voulait en venir, etc. Mais j'ai pas vu le film. Du coup, ça serait intéressant que je voie le film avant de lire ce livre. C'est ce que je fais. Du coup, je me lance dans la découverte de tous ces films à partir de maintenant. Donc, pour les prochaines vidéos, vous verrez sûrement du Koreeda, du Kurosawa, et puis même du Tarantino. Parce qu'au final, je n'ai vu que 3 films de Tarantino. Faut que je rattrape ça, hein. Wow, c'est incroyable à quel point j'ai parlé de Maboroshi, un film que je pensais ne pas pouvoir dire beaucoup de choses dessus. Et du coup, je vais parler du dernier film que j'ai vu, à savoir The Moon is the Sun's Dream. Je vais faire un résumé de mon avis, de ma critique de ce film, puisque j'ai fait une vidéo complète dessus, où j'ai expliqué en quoi ce premier film de Park Chan-wook est complètement bizarre dans sa filmographie, parce que quand on voit ce qu'il est capable de faire, et quand on voit ce qu'il a pondu avec son premier film, on se dit oh mon Dieu, c'est extrêmement cliché, c'est techniquement hyper pauvre à tel point que j'ai dit cette phrase dans ma vidéo qui est « même moi j'aurais fait mieux ». Et du coup voilà, on a une intrigue qui est tellement
elle est pas mal maîtrisée, mais du coup elle est tellement entourée de choses clichés qu'on ne s'attache pas aux personnages, qu'on ne s'attache pas à l'intrigue à fond, même si on a envie quand même d'aller voir ce qu'il y a au bout. Bref, The Moon is the Sun's Dream, si je devais résumer, c'est génial de pouvoir découvrir le premier film de Park Chan-wook, mais se dire qu'il a commencé par ça et qu'une prod a permis à ce réalisateur de tourner le film JSA, qui est un film excellent sud-coréen, eh bien c'était vraiment un coup de poker. C'est vraiment un coup de poker parce que moi, si j'avais été producteur, j'aurais vraiment pas parié sur Park Chan-wook. Après, j'ai pas vu son deuxième film qui est Three Members ou Trio. Je sais jamais vraiment quel est le nom du vrai film. Mais pour son premier film, vraiment, ça fait très bizarre. Est-ce que je vous le conseille ? Si vous aimez Park Chan-wook et que vous voulez découvrir par quoi il a commencé, oui. Si vous voulez découvrir un vrai bon film, non. C'est con de se dire ça quand même, hein ? Voilà, c'était les quelques films-jeux que j'ai fait durant le mois dernier. Je vais pas mal faire de jeux ces prochaines fois parce que en ce moment les jeux narratifs me plaisent beaucoup. J'ai même commencé la série Better Call Saul et j'ai commencé Death Stranding, qui est clairement... Je dis déjà ce que j'ai pu faire du jeu, mais clairement Kojima... c'est un gars qui veut faire du cinéma et du jeu vidéo. Je serais très curieux de le voir faire vraiment que du cinéma. Je pense que ça pourrait être sympathique, même s'il a un peu les travers de Nolan, à faire des dialogues un petit peu explicatifs. C'est un peu triste pour ça, heureusement que sa mise en scène compense. Bref, je n'ai pas fini le jeu, je ne peux pas en dire plus, mais pour les prochaines fois, vous êtes sûr de voir au moins du Tarantino, du Koreeda, et potentiellement du jeu comme Death Stranding ou encore du Walking Dead ou des trucs comme ça. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et puis du coup moi je vous dis salut.